Et si être trop raisonnable sabotait secrètement votre potentiel? Plongeons-y. Nous voulons tous être raisonnables, la plupart du temps. Nous voulons être justes, accommodants et attentionnés. Et c'est tout à fait légitime. Ce sont des qualités admirables, et ceux qui les incarnent sont parmi les personnes les plus agréables au monde, à travailler avec, à vivre avec, à être amis avec ou à aimer. Mais un problème peut souvent surgir dans cette quête. Un problème qui, si nous n'y prenons pas garde, peut discrètement faire dérailler notre vie et limiter sévèrement notre potentiel. Qu'est-ce que le raisonnable? Comment le savoir dans une situation donnée? Comment savoir si nous nous renions nous-mêmes et si nous ajustons nos standards juste pour plaire aux autres? Généralement, nous tirons tout notre sens du raisonnable et de l'équité du processus de socialisation. Dès le plus jeune âge, nous testons les limites de ce qui est raisonnable ou non à travers le jeu et l'expérimentation, en observant les réactions des autres et en notant quand les choses fonctionnent, quand elles mènent à une satisfaction partagée ou à un conflit. Grâce à cela, nous, espérons-le, commençons à comprendre la nature des demandes, de la participation, de l'aide, de la patience, des attentes, de la frustration, de se défendre soi-même et de respecter quand les autres font de même. Mais bien sûr, comme pour tout, c'est rarement aussi simple pour la plupart d'entre nous. Nous étions tous limités aux personnes et situations auxquelles nous avions accès pendant nos années formatrices et nous étions tous influencés par celles auxquelles nous étions le plus exposés. Enfant, nous avons appris des insights comme des défauts de ceux qui nous entouraient. Pour certains d'entre nous, nous avons peut-être appris une idée erronée de ce qui est raisonnable ou non. Peut-être que nos parents, un professeur ou un ami d'enfance ou notre environnement en général nous ont enseigné que ce que nous pensions raisonnable ne l'était pas. Peut-être que pour survivre, ou en avoir l'impression, ou pour aimer, ou en avoir le sentiment, nous devions constamment nous adapter aux standards des autres et étouffer les nôtres, indépendamment de ce qui était vraiment juste ou raisonnable. Ou peut-être que ce n'était pas le cas, et que dès le début, nous avons formé une compréhension assez précise du raisonnable. Mais avec le temps, ce sens s'est érodé et déformé, de nouvelles expériences recalibrant notre perception et remplaçant notre ardeur et notre conviction par le doute de soi et l'appréhension. Dans l'un ou l'autre cas, si nous avons vécu quelque chose de ce genre, un jour, nous nous sommes probablement réveillés dans un lit de ressentiment couvert d'une couverture de déni de soi, et ce n'était plus très confortable. Peu importe comment nous en sommes arrivés là, ce qui compte maintenant, c'est de se lever, d'établir ou de rétablir une compréhension appropriée de ce que nous devons aux autres et de ce qu'ils nous doivent. Nous devons, à nouveau, ou pour la première fois, trouver où s'arrête le raisonnable et où commence l'apaisement constant des autres. L'intention d'être raisonnable peut facilement se confondre avec celle d'être plaisant. Une partie de la base de ce dilemme est souvent assez simple et attachante. Vouloir être aimé, vouloir que les autres nous aiment est un désir inné et sain. Nous devrions vouloir être aimés et nous devrions l'être. Être détesté ou difficile n'est pas un signe de force, de grandeur ou d'indépendance. C'est souvent, au contraire, un signe d'insouciance et de grossièreté, une incapacité ou un désintérêt à comprendre et à se connecter avec les autres. Arrête de te soucier de ce que les autres pensent, disent souvent les gens comme conseil courant. Quand on y réfléchit avec nuance, cette idée peut sans doute être libératrice. Mais prise au pied de la lettre, à un extrême relatif, elle peut être terrible. Nous devons nous soucier de ce que les autres pensent si nous voulons être un bon ami, un bon collègue, un bon partenaire et une bonne personne. Le point cependant est aussi de se soucier de ce que nous pensons. Et nous ne pouvons simplement pas faire cela en nous souciant aussi de ce que tout le monde pense. Voici une distinction essentielle. Les autres versus tout le monde. La clé, bien sûr, est d'être aimé par les bonnes personnes pour les bonnes raisons, de se soucier profondément de ce que ces individus pensent et de largement ignorer le reste. Inévitablement, au fil de la vie pour certains, nos attentes, standards, désirs ou espoirs seront déraisonnables ou exaspérants. Bien sûr, il y a toujours la chance que nous soyons déraisonnables ou exaspérants, et il est important de prendre honnêtement en compte le tempérament que nous pourrions avoir et comment nous pourrions entrer en conflit avec les normes de certaines situations. Nous pouvons nous efforcer de mieux saisir où nous en sommes
en cherchant des avis extérieurs, de personnes de confiance, en cherchant des insights en ligne, en utilisant un thérapeute ou en prenant le temps pour des évaluations honnêtes. Mais si nous avons fait cela, bien sûr, il est aussi possible que nous soyons raisonnables, et que l'autre personne, les gens ou la situation en question ne le soient pas. Ou peut-être qu'ils ne sont simplement pas compatibles avec nous. Peut-être que nos attentes sont plus élevées, peut-être qu'elles sont différentes, peut-être qu'elles n'ont pas encore été correctement exprimées. Dans tous les cas, ce qui compte à ce stade, c'est de les articuler et d'être prêt à accepter les conséquences. Des conversations ou moments désagréables, faire des choix difficiles pour soi-même, être détesté, perdre des personnes ou des choses, et ainsi de suite. Aussi difficile que tout cela puisse être, et ça l'est sûrement, la conséquence alternative est sans doute bien pire. En réduisant ou en faisant taire nos propres attentes ou préférences, nous sommes encore déraisonnables. Seulement dans ce cas, c'est envers la seule personne avec qui nous devons vivre à chaque instant. En exprimant ce que nous pensons juste et en ne laissant pas les autres nous dire toujours que nous avons tort ou que nous sommes dramatiques, excessifs, intenses ou quoi que ce soit d'autre, nous améliorons d'un coup la relation ou la situation en cours, ou nous déterminons son incompatibilité. Au fond, aucun de nous ne cherche vraiment à être complètement aimé ou plaisant. La plaisanterie est le dopamine qui nous distrait de notre vraie poursuite de son équivalent en sérotonine, le respect. Ce que nous voulons tous vraiment, c'est le respect, un respect mutuel. Comme Hermann Hesse l'a magnifiquement exprimé dans son roman Narcisse et Goldmund, nous sommes soleil et lune, cher ami. Nous sommes mer et terre. Ce n'est pas notre but de devenir l'un l'autre. C'est de nous reconnaître mutuellement, d'apprendre à voir l'autre et à l'honorer pour ce qu'il est. Chacun l'opposé est le complément de l'autre. L'harmonie ne vient pas de la force ou de l'assimilation, mais de la sincérité exprimée et du respect mutuel. En fin de compte, il n'y a ni respect gagné pour soi-même, ni donné aux autres en se taisant sur ce que nous sentons juste. Penser que quelqu'un d'autre n'est pas capable d'entendre notre perspective et de travailler vers un arrangement équitable est presque certainement une plus grande insulte que n'importe quelle expression polie de frustration. Et pour quiconque ne peut pas gérer notre mécontentement réaliste, notre critique ou notre défi, si nous avons une colonne vertébrale, alors nous avons aussi les jambes pour partir. Et ça, c'est raisonnable. Conclusion. Le monde adore nous dire ce que nous devrions ou non poursuivre, ce qui est raisonnable et possible. Si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons facilement être influencés par cela, éloignés de nos propres intérêts et espoirs. Mais la tâche de la vie est de la rendre nôtre, de définir ce qui est juste et possible pour nous-mêmes. Le sponsor de cette vidéo, Odoo, rend cette tâche plus accessible que jamais. Quel que soit le chemin que nous choisissons dans la vie, pour beaucoup d'entre nous, avoir un site web professionnel et pleinement fonctionnel avec les outils pour le gérer est essentiel. Et Odoo rend ce processus rapide et intuitif pour n'importe qui. Par exemple, si vous vouliez créer une boutique en ligne pour vendre votre art ou vos produits, Odoo vous permet de la mettre en place rapidement sans aucune expérience en codage ou technique. Remplissez juste quelques prompts, choisissez la palette de couleurs que vous aimez, déterminez les fonctionnalités que vous voulez, sélectionnez le thème qui vous parle, et ensuite c'est un simple glisser-déposer jusqu'à obtenir exactement ce que vous aviez en tête. Le résultat est un beau site web pleinement fonctionnel en quelques minutes et gratuitement. Odoo offre votre première app, y compris le constructeur de site web, complètement gratuite avec un hébergement illimité et un support, plus votre nom de domaine gratuit pour la première année. Et une fois que votre site est opérationnel, Odoo propose une suite complète d'apps intégrées pour des choses comme la comptabilité, la gestion des stocks, l'aide aux objectifs de projet et bien plus, réunissant essentiellement tout ce dont vous aurez besoin pour gérer votre entreprise ou construire votre projet en un seul endroit. Commencez votre propre vision aujourd'hui gratuitement en utilisant mon lien dans la description. Et bien sûr, comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé en général et à la prochaine vidéo. Abonne-toi pour plus d'inspiration profonde.